Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Comme une mère nourricière, le sol nourrit le monde. Il produit le vivrier et offre beaucoup d'autres ressources qui participent à notre épanouissement. Mais nous ignorons d'en prendre soin. Nous méconnaissons le rôle précieux du sol dans notre vie où nous faisons semblant. Et pourtant, nous courons vers un suicide collectif si rien n'est fait. Il nous faut donc protéger la biodiversité pour garder nos sols vivants. On en parle dans votre émission Entretien avec Roel Rundanon. Il est docteur en agronomie et spécialiste des questions du sol. Il est aussi promoteur d'une ONG qui travaille sur les questions du sol. Roel Rundanon, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons déjà commencer par comprendre qu'est-ce qu'on appelle sol, parce que nous savons vaguement ce qu'on appelle sol, mais pour la définition d'un spécialiste comme vous, que pouvez-vous nous dire? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et je pense que je vais donner deux définitions. En biologie, un sol, c'est la couche superficielle de l'écorce terrestre qui est caractérisée par sa nature, quant à sa nature et sa qualité productive. Et en pédologie, qui est la science du sol, on définit le sol comme la formation superficielle qui résulte du contact de la roche mais avec l'atmosphère et qui est formée à la suite de plusieurs facteurs, à savoir les facteurs chimiques, biologiques et physiques. En agronomie, c'est carrément la partie superficielle productive et qui est fortement impactée par l'action de l'homme. Je pense que cette définition est la plus facile pour nous à retenir, voilà, nous qui ne sommes pas du domaine. Je rappelle que le thème de ce jour, c'est protégeons la biodiversité, une solution pour garder nos sols vivants. Alors, nous allons expliquer d'abord ce qu'on appelle biodiversité pour pouvoir faire le lien entre le sol vivant et la biodiversité. Ok, d'accord. La biodiversité, bon, et quand on parle de diversité, on parle de plusieurs éléments. Donc, c'est tout ce qui est élément biologique et qui est présent dans le sol. Et je pense que c'est la définition simple qu'on puisse donner. Alors, pourquoi parle-t-on de sol vivant? C'est quoi le sol vivant? Ok, comme je viens de le dire, comme le sol, comme tout élément, a plusieurs composantes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la composante physique, il y a la composante chimique et il y a la composante biologique. Et quand on parle de la composante biologique, on parle des différentes catégories d'êtres vivants qui sont présents dans le sol. Et quand on parle de sol vivant, quand ces catégories sont en quantité impressionnante et qui permettent au sol de fournir ces différents services écosystémiques, comme on le dit, ou services tout simples. Alors, en termes simples, oui. Quels sont les êtres vivants qu'on peut avoir sur le sol? C'est-à-dire les vers de terre, par exemple? Voilà, exactement. Okay. Les vers de terre font partie de la composante biologique du sol. Et il y a aussi les champignons. Vous voyez, quand vous vous promenez en forêt, des fois vous trouvez des champignons sur le sol. Il y a aussi les bactéries. Il y a plusieurs autres insectes qu'on voit aussi en dehors des vers de terre qui sont très connus. Et donc, quand on prend un sol typiquement vivant, je parle d'un sol forestier où il n'y a pas l'action de l'homme sur ça, il y a plus de 1000 espèces d'invertébrés qui sont dans le sol, dans 1 mètre carré de sol. Et à partir de quel moment on peut dire qu'un sol n'est plus vivant? Ok, à partir de quand le sol n'arrive plus à fournir les services qu'il devait fournir. Par exemple, quand vous constatez par exemple que le sol, lorsque vous cultivez sur ça, ça ne donne plus un grand rendement, ou ça n'arrive plus à permettre l'infiltration de l'eau, ou différents autres services comme la production ou du moins l'hébergement d'autres êtres vivants. Voilà, on peut dire qu'un sol n'est plus vivant. Alors, quelle est la situation actuelle au Bénin, c'est-à-dire la situation des sols au Bénin? Ok, oui. Bon, au Bénin, je vais partir du monde d'abord. Dans le monde, il a été estimé que 33% des sols sont dégradés. Et quand on parle de sols dégradés, c'est des sols qui ont perdu leur fonction écosystémique.
Et en Afrique, 45%. Je vais vous retarder un peu. D'accord, pas de problème. Quand vous parlez de sols qu'on peut utiliser encore, je crois que c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce que c'est les sols sur lesquels on peut encore cultiver? Quand je dis dégradé, non, pas dégradés, c'est les sols qui ne sont pas encore dégradés. Oui, c'est les sols sur lesquels on peut cultiver, qui peuvent donner des rendements escomptés. Ok. Oui. Quand on parle de sols dégradés, ça veut dire que ça a perdu ses fonctions, comme la fonction de production, la fonction productive, qui permettent aux plantes de croître et de fournir des aliments aux hommes. Et donc, je dis 33% des sols sont dégradés dans le monde, et par année, on estime que 12 millions d'hectares, c'est à peu près la superficie du Bénin ou la superficie de la Bulgarie qui est dégradée par an. Et quand on vient en Afrique, 45% des terres sont dégradées. Au Bénin, la situation est plus ou moins contrastée. Au nord, on a les sols on a une région fortement dégradée en matière de sol, et au sud, une région plus ou moins faiblement dégradée. D'après les études scientifiques, on a estimé que 62% des terres sont dégradées au Bénin. Wow, 62%. Oui. Pour un pays qui a comme ressources particulières ou ressources principales, j'allais dire, l'agriculture, c'est quand même inquiétant. Oui, c'est vraiment inquiétant parce qu'on ne l'oublie pas, l'agriculture représente 23% du PIB national et 80% des recettes d'exportation. C'est 23% du PIB qui est menacé lorsque le sol est menacé. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que au nord, dans la région septentrionale de notre pays, le Bénin, les sols sont plus ou moins dégradés? Oui, et la dégradation des sols est liée à deux facteurs, je dirais. Il y a les facteurs environnementaux liés au climat, à l'environnement, au relief. Il y a aussi les facteurs anthropiques. Quand on parle d'anthropisme, c'est l'action de l'homme. Donc au nord, vous connaissez, il y a deux saisons. Il y a une saison pluvieuse qui est suivie d'une longue saison sèche. Et ce contraste, ce climat ne favorise pas une bonne couverture végétale qui pourrait protéger le sol. Il y a aussi le type de relief. Vous voyez au niveau de l'Atakora, par exemple, nous avons les chaînes de l'Atakora. C'est une région à relief vraiment à relief. Les pentes au niveau des sols sont vraiment élevées, ce qui favorise l'érosion, différents types d'érosion, érosion éolienne et autres. Donc c'est ce qui fait que les régions du nord sont beaucoup plus impactées, sont beaucoup plus dégradées. Est-ce que les cultures ou ce qu'on produit, les différentes variétés de cultures qu'on produit sur ces sols-là ne posent pas de problème? Non, ce n'est pas le premier problème, mais c'est la manière de gérer. Par exemple, les feux de brousse pour l'agriculture itinérante subbrûlée, qui est une agriculture qui favorise réellement aussi la dégradation des sols, c'est-à-dire on prend un hectare par exemple, on épuise carrément, on dégrade complètement le sol et on va sur d'autres superficies et on fait la même chose et ainsi de suite. De telle manière que cette agriculture ne permet pas réellement de sauvegarder ou de protéger les sols. Donc ce n'est pas nécessairement lié aux cultures. Au sud, par exemple, nous avons presque les mêmes cultures, à la différence que le coton est beaucoup plus... et l'igname est beaucoup plus protégé. Le coton et l'igname sont beaucoup plus du monde cultivé au nord qu'au sud. Mais ce n'est pas nécessairement dû aux cultures mises en place. Est-ce que vous voulez dire que le coton aussi aide à dégrader un peu le sol ou c'est les produits chimiques qu'on utilise? Voilà. Et la culture n'arrive pas... Ce n'est pas une affaire de culture. C'est une affaire de gestion, de pratique culturelle. Ok. Exactement. Quand je parle de pratique culturelle, est-ce que c'est... les différentes méthodes qu'on utilise? Voilà, exactement, c'est ça. Et les engrais chimiques aussi? Oui, participent réellement à la dégradation des terres quand on utilise en essai. Est-ce qu'il y a des méthodes pour régénérer ces sols qui sont plus vivants, si vous voulez, ou qui sont totalement dégradés aujourd'hui? Oui, il y a des méthodes. Et il y a des méthodes comme... et l'utilisation ça dépend du contexte, je dirais, ça dépend du contexte. Mais il y a des plantes, par exemple, qui arrivent à protéger le sol contre des aléas. Par exemple, la culture du munkuna, qui est une espèce... La culture du munkuna,
qui est une espèce... C'est quoi le mukuna? Oui, c'est une sorte de légumineuse qui arrive à couvrir le sol et ainsi réduire l'impact du vent, du soleil, de l'eau sur le sol, par exemple. C'est une culture qui permet de protéger le sol. Et par exemple, quand c'est mis en place, ça participe à la régénération et à la restauration des sols. Et comme je le dis, ça dépend du facteur aussi qui occasionne la dégradation des terres. Par exemple, quand nous sommes au niveau d'un relief accidenté, nous avons par exemple l'installation des cordons pierreux qui arrivent à ralentir le rythme de l'eau et à régénérer, à restaurer ces sols-là. Donc ça dépend du contexte. C'est quoi le cordon pierreux? Pierreux. Les cordons pierreux, oui. Ah ok, d'accord. Cordons pierreux. Et le fait de mettre de grosses pierres, oui, d'empêcher l'évolution. Exactement, perpendiculairement à la pente. Ou bien d'orienter plutôt l'écoulement de l'eau. Non, ça ralentit. Ça ralentit et ça permet de retenir les particules du sol que l'eau aurait ramassées en amont. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a au Bénin une politique publique mise en œuvre pour protéger les sols? Oui. Depuis comment dire, la conférence, et en 92, par exemple, la création du ministère de l'Environnement, c'est déjà un pas pour la protection de l'environnement. Et aussi, oui, exactement. Et en 96, par exemple, le Bénin a ratifié la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et a mis en place son plan d'action national pour la lutte contre la désertification en 99. Et dans le plan, vous voyez toutes les stratégies et mécanismes mis en place pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres. La désertification n'est qu'une dégradation dans les pays arides et dans les régions arides. Et en 2012, par exemple, le Bénin a fait des efforts pour mettre encore en place le plan stratégique d'investissement de la gestion durable des terres en 2012, qui est un plan dans lequel il a été mis les stratégies à développer pour trouver les fonds pour investir dans la gestion durable des terres. Et en 2017, le Bénin a développé aussi son plan d'action nationale pour la gestion durable des terres. Donc, le Bénin fait réellement des efforts dans ce cadre. Maintenant, l'effort le plus qu'il pourrait être fait, c'est de mettre en place, d'implémenter ces différentes politiques mises en œuvre. Je reprécise plutôt que le Bénin n'avait jamais eu de ministère de l'Environnement jusqu'en 92 quand Soglo l'a créé. Oui. Je crois que c'était le ministre Echa Sari qui était le premier ministre de l'Environnement à l'époque. Sinon, c'était le ministère du Développement Rural qui s'occupait des questions environnementales. Exactement. Et puisque ça devait s'occuper aussi des questions de l'agriculture et autres, ce n'était pas efficace sur les questions environnementales. Oui. Mais vous avez cité plein de documents qui ont été mis en œuvre pour protéger nos sols et pourtant nous sommes à 60%. Oui. Sinon au moins à 60% de sols dégradés au Bénin. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a finalement? Est-ce que c'est la politique qu'on met en place qui ne marche pas ou bien c'est la façon de mettre la politique en place ou c'est qu'on est juste au début de la mise en application de ces politiques? Non, les politiques sont mises en place et je pense que les plans sont là, les documents sont là pour orienter les politiques. Et en toute chose, la mise en œuvre est souvent compliquée, difficile et nécessite d'amélioration au fur et à mesure qu'on le fasse. Et vous savez, en termes de mise en œuvre des politiques, il y a ce qu'on appelle l'investissement qui est nécessaire. Et il y a l'investissement qui est compliqué à rassembler et quand on parle d'environnement. Et donc, ce qui ralentit au fait aussi la mise en œuvre de ces politiques-là. Il y a aussi l'engagement politique, la volonté des gouvernements successifs à réellement mettre l'effort sur ces questions primordiales pour notre développement. Et il y a certains gouvernements qui en prennent comme qui prennent ce sujet ou bien ce problème à bras le corps, et il y en a d'autres qui ont d'autres priorités. Donc ça dépend. Et la succession aussi des gouvernements aussi est un problème crucial pour notre développement, pour régler ces genres de problèmes-là. Et troisième, autre chose, c'est qu'il y a des politiques qui sont développées, mais leur mise en activité est souvent compliquée. Par exemple, je prends la loi votée contre les sachets plastiques. Vous avez compris. Oui. Tout le monde a célébré ça, par exemple, mais sa mise en œuvre réellement est compliquée.
Non, mais on évolue aujourd'hui comme si cette loi n'avait jamais existé. Exactement. Donc, c'est la même chose. Nous sommes très habitués à l'utilisation de ces sachets-là. Exactement, c'est ça, c'est la même chose. Mais dans d'autres pays, des efforts sont faits. Donc, c'est comme je le dis, ça dépend des priorités du gouvernement qui sont. Évidemment, arrêtons-nous un peu sur ce sujet-là parce que nous avons l'impression que nous ne savons pas quels sont les problèmes que ces sachets peuvent poser à notre vie. Et donc, comme vous le dites, je crois savoir que les sachets posent d'énormes problèmes au sol. Quels sont les problèmes que ces sachets-là posent au sol? Oui. Premièrement, vous savez, un sachet, ça dépend de la matière qui est faite. Mais à peu près, ça prend 1000 ans pour se dégrader. Et un sol plein de sachets est un sol qui ne respire pas. Comme toute biodiversité, comme tout être vivant, nous avons besoin de l'oxygène pour respirer, pour vivre. Et un sol qui est étouffé par les sachets plastiques, un sol qui ne respire pas bien. Donc, aussi, il y a d'autres problèmes liés, par exemple, à la mise en valeur de ces différents types de sols. C'est un sol difficile à cultiver, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, cette problématique de sachets plastiques n'impacte pas non seulement l'environnement en général, comme les gens se le disent, mais ça impacte aussi la bonne utilisation des terres. Ok. Est-ce que vous confirmez ou bien il y a eu des études qui ont montré l'impact des sachets sur les sols? Parce que quand vous dites que nous sommes à 62% de sols dégradés au Bénin, oui. Est-ce que le sachet plastique en particulier n'a pas joué un grand rôle dans cette dégradation avancée des sols? Non. Et il n'y a pas eu des études qui ont réellement mis en relation ces deux facteurs. Et je ne pense pas. Et au fait, la dégradation dont on parle, comme je l'ai dit, il y a les deux types de facteurs. Il y a les facteurs physiques et les facteurs... Les facteurs physiques. Oui. Et les facteurs anthropiques. Et les facteurs anthropiques. Oui, exactement. Quand vous parlez de l'action de l'homme, c'est l'action de l'homme. Ok. Oui. Mais quelles sont les actions que les hommes, à part l'utilisation des engrais chimiques, par exemple, l'utilisation des engrais chimiques, les feux de brousse, oui, on en avait déjà parlé. Oui. Quelles sont les actions, quelles sont les autres actions que les hommes mènent sur les sols et qui dégradent les sols? Oui, comme je l'ai dit, il y a l'agriculture, les mauvaises pratiques agricoles. Oui. Et il y a aussi le subpâturage. Le subpâturage, par exemple, quand vous prenez des troupeaux de bœufs qui passent sur un sol, après, qu'est-ce qu'on observe? Le compactage du sol. Ah, ok. Donc, on observe le compactage du sol. Donc, le subpâturage. Le sol, quand ça reçoit un poids beaucoup plus supérieur à ce qu'il peut supporter, se compacte. Et, comment on dit, la croissance de la couverture végétale est ralentie. Ok. Donc, non seulement le subpâturage, il y a aussi d'autres effets comme la déforestation. J'ai pris, par exemple, dans un exemple, comme un sol bien sain, c'est un sol forestier, par exemple, où il n'y a pas l'action de l'homme. Oui. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a déforestation, il y a élimination de la couverture végétale et contact direct avec les éléments du climat, ensoleillement et pluie et autres. Qui sont des facteurs climatiques qui impactent aussi, qui impactent et qui ont des effets sur le sol. Donc la déforestation est un problème primordial aussi qui entraîne la dégradation des terres. Et l'évolution du désert, parce qu'apparemment au nord, ça fait partie des causes qui dégradent le sol. Oui. Non, ce n'est pas une évolution du désert. La désertification, vous parlez de désertification, la désertification n'est pas l'évolution du désert. La désertification, c'est la dégradation des terres dans des régions arides ou semi-arides. Okay. Et quand on parle de région semi-aride, c'est une région où il y a le climat, il y a une seule saison pluvieuse, une seule saison sèche. Et ce qui fait que la couverture végétale est moindre que dans les régions où la saison pluvieuse est 2 et la saison sèche est 2. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Oui, exactement. Ce n'est pas une avancée. L'avancée du désert est occasionnée par l'élimination de la couverture végétale. Mais nous connaissons quand même ce problème. Oui, exactement. Vers les régions comme Karimama et autres, nous voyons réellement qu'il y a
la désertification qui est encore accentuée beaucoup plus par les changements climatiques. Mais c'est une source d'appauvrissement du sol aussi. Oui, effectivement, parce que la désertification, ça veut dire quoi? Le sol devient nu et est soumis aux facteurs du vent, facteurs de la pluie aussi. Le vent soulève les différentes particules du sol, l'appauvrissant ainsi. Et l'action de la pluie aussi, parce que quand il y a la couverture végétale, la couverture et ces végétaux-là diminuent l'impact direct de la tombée des différentes gouttes d'eau sur le sol. Ok. Et de leur ruissellement. Donc, alors, nous avons parlé tout à l'heure des engrais chimiques. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour nous permettre de produire en quantité comme les engrais chimiques peuvent nous le permettre et ne pas appauvrir le sol? Oui, il y a des solutions. Il y a l'utilisation des engrais organiques, comme le dit. Il y a l'utilisation des biofertilisants qui sont des engrais à base des micro-organismes du sol, des champignons ou des bactéries et autres. Et il y a aussi, on peut aussi jumeler, combiner ces deux types d'engrais. Et d'ailleurs, d'après les études scientifiques, c'est la meilleure manière, c'est la meilleure technique de le faire. Combiner les engrais chimiques et les engrais organiques permet d'avoir un meilleur rendement et aussi, mais permet aussi de réduire l'impact de ces engrais-là sur le sol. Nous avons parlé des citoyens. Oui. Parce que je pense que on ne peut pas faire ce travail-là sans impliquer les citoyens, oui, qui sont ceux qui utilisent le sol. Nous avons parlé des politiques publiques, c'est-à-dire le rôle de l'État dans la protection de la biodiversité. Quel est le rôle des citoyens dans la protection de la biodiversité, enfin pour garder les sols vivants, si vous voulez? Ok, d'accord. Et d'abord, comme on le dit, chaque problème est dû à chaque personne. Comment je dirais, et il faut l'engagement de tout le monde pour résoudre ce problème-là, que ce soit changement climatique, que ce soit dégradation des terres. Parce que chaque action mise en œuvre par chaque citoyen a une répercussion, que ce soit positive ou négative. Ça, c'est entre parenthèses. Et l'action à mettre en œuvre par chaque citoyen, si chaque citoyen peut planter un seul arbre, par exemple, c'est une manière de protéger les sols. Planter les arbres, c'est une manière de protéger les sols. Parce que là, on augmente la couverture végétale. Et il y a quelque chose qui me paraît, oui, bizarre. Lorsqu'on parle de planter les arbres, oui, quel est le problème? Parce que pour moi, je pense que planter plutôt un arbre, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parfois, nous avons des villes plus dégarnies que des villes qui sont proches du désert, par exemple. Oui. Mais c'est où le problème? Le problème, c'est la volonté. Le problème, c'est au niveau de la volonté. Il faut que chaque citoyen ait la volonté de le faire. On ne peut forcer personne à agir. Donc, on doit passer par l'éducation. C'est l'éducation des citoyens qui arrivent à avoir cette volonté qui devait être instinctive. Quels sont les problèmes que nous risquons si éventuellement on ne protège pas nos sols, oui, si éventuellement nos sols continuent pas à être dégradés? Nous sommes déjà à 62% au Bénin. Oui. Si un travail n'est pas fait, oui, je ne sais pas s'il y a des études qui nous montrent quel est le pourcentage de sol qui pourrait être dégradé d'ici à là. Oui. Mais de toute façon, si on ne sait pas faire, la majorité des sols que nous avons au Bénin sera peut-être dégradé. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui. Comme je viens de le dire... Parlons d'abord des risques et de ce qu'on peut faire. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que dans le monde, il y a 12 millions d'hectares qui sont éliminés, qui sont dégradés chaque. Et ces 12 millions correspondent par exemple à 20 millions de tonnes de céréales par an qui sont perdues ainsi. C'est la même chose qu'au Bénin. Quand un sol est dégradé, il y a élimination des particules qui correspondent à des millions de tonnes de céréales qu'on perd. Et si on pouvait le protéger. Et je donne un autre exemple. Il y a le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a fait une étude pour voir l'impact de l'ination contre la dégradation des terres et l'impact de l'action contre la dégradation des terres. Et ces études-là ont montré que quand il y a action contre la dégradation des terres, et que c'est une étude qui a été faite sur 42 pays, que ces 42 pays conservent 70,8 milliards de dollars par an. Et
aussi, pour poursuivre l'étude, ils ont aussi conclu que si les actions sont menées pour combattre la dégradation des terres au niveau de ces 42 pays, qu'il y aura une croissance économique de 5,32% par an sur une période de 15 ans. Donc, il faut donc lutter contre la dégradation des terres doit être, une priorité pour chaque gouvernement, parce que c'est une aubaine. Avoir 5,33% de croissance économique sur une période de 15 ans, c'est énorme en matière de politique. Maintenant, les risques, je viens au niveau des risques précisément. Comme je l'ai dit, l'agriculture et le sol, c'est le support de l'agriculture. Et donc, c'est ça qui nourrit le monde. Voilà, exactement. S'il y a un impact sur le sol, un impact négatif sur le sol, c'est l'agriculture qui est touchée. Et comme on le dit, le Bénin, c'est 23%. L'agriculture représente 23% du PIB au niveau du Bénin. Donc, nous aurons une réduction nous aurons moins d'enrichissement, oui. Exactement. Et quand on parle la sécurité alimentaire est menacée, et la nutrition aussi des populations, et ça va accentuer encore plus la pauvreté. Il faut oublier, près de 70% de la population est dans l'agriculture, donc ça accentue encore plus la pauvreté. Si on vous dit de donner un dernier conseil à ceux qui sont en train de nous suivre pour protéger le sol, qu'est-ce que vous protéger le sol, je dirais aux associations, aux ONG, tout de réellement prendre ce problème à cœur, de sensibiliser massivement les populations sur la gestion durable des terres, et aussi aux politiques d'en faire une priorité. Et c'est important, avec toutes les statistiques que je viens d'énumérer, c'est très important que lutter contre la dégradation des terres, c'est réellement contribuer à la réduction de la pauvreté. J'espère que le chercheur que vous êtes, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour que les autorités de notre pays puissent se préoccuper de cette question-là, qui nous préoccupe tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce numéro de votre émission Entretien Roel Rundanon. Il est docteur en agronomie et spécialiste des questions de sol. Il est aussi promoteur de l'ONG Land and Health Association, association Terre et Santé en français, qui s'occupe des questions de sol. À la prochaine pour un autre numéro. Je rappelle que les 5 décembre de chaque année, on célèbre, une journée a été dédiée, une journée par an est dédiée pour le sol. C'est le 5 décembre de chaque année. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Portez bien.